Donc c'est analyser et évaluer les items, mesurer la valeur des items. Donc c'est une partie, on va faire appel à vos réflexions un peu mathématiques. Et donc l'idée ici c'est d'identifier les différents outils que l'on a à notre disposition pour évaluer la qualité des items et décider au moment de l'essai du prototype si on garde certains items, si on en jette, si on va en modifier, etc. Et donc on est bien à ce moment-là de la construction, où après la phase de la rédaction, la conception des items et du matériel, on a notre test prototypique, et donc les items peuvent être essayés sur des sujets. Et donc ce qui va se passer, c'est que les résultats de l'analyse des items qui ont été passés sur ces sujets vont nous permettre évidemment d'améliorer notre instrument. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va s'interroger sur le comportement des items et voir si on peut avoir une éventuelle action sur eux. Donc comme je vous disais, est-ce que certains, on va les garder ou pas, est-ce qu'il y a des seuils particuliers, comment est-ce qu'on peut, quels sont les outils qui vont nous aider à prendre des décisions à ce niveau-là. Donc on est vraiment à cet endroit de la démarche de conception de l'outil avec le prototype, l'essai sur des sujets qui vont nous donner un ensemble de résultats. Et donc les résultats, ma souris, voilà. Les résultats, c'est quoi? Ben, finalement, ce sont des ensembles de scores aux différents outils pour différents sujets. Vous allez voir que pour chacun des indices, je vais à chaque fois prendre un petit exemple. J'ai du mal aujourd'hui avec mon ça. Voilà. Et donc ces résultats, donc vous voyez, on a ici par exemple j'ai un tableau où j'ai 4 items qui ont été passés à un ensemble de sujets. Là vous avez les valeurs des scores de chacun de mes items, de chacun de mes sujets pour les 4 items et un score total. Et donc c'est l'analyse de ces valeurs-là qui vont nous permettre de déterminer la qualité des items et du fait de devoir en garder certains ou pas. Alors, j'ai repris, ah oui, avant que j'aille plus loin, avant que je n'oublie, il y a un bouquin qui existe. Alors ne dites pas, oh non, parce qu'à Mons, quand j'ai montré le livre, ça m'a fait, ah. Donc je ne vous demande pas de lire le bouquin en entier, mais c'est vraiment un très bon livre. Et je me suis inspirée d'un certain nombre de passages de ce livre pour vous donner le cours. Et donc ce que je vais faire, donc je ne vous demande pas de le lire. Maintenant, si vous êtes intéressé, donc c'est Introduction aux théories des tests en psychologie sans éducation de Lavaux et Grégoire. Il est à la bibliothèque normalement. Ça c'est mon lien. Il est vraiment super intéressant. Mais alors ce que je vais faire, je vais cibler à l'intérieur du livre les différentes parties sur lesquelles que j'ai utilisées pour construire le cours. Et donc je vais scanner ces parties-là et je vous les mettrai sur Moodle. Vous voyez, je vous mâche le travail. Donc si vous ne voulez pas lire le bouquin en entier, quoique au bord de la piscine, ça doit être vraiment intéressant. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je vous mettrai donc les passages intéressants du bouquin et je pense que ça peut vous aider dans la compréhension de la matière. Vous verrez que j'ai repris un certain nombre de choses de ce livre qui sont, me semble-t-il, bien exposées. Donc, oui. Oui, après d'accord. À la fin du cours, je vais dire. Oui, avant que je n'oublie, est-ce qu'il y a des étudiants ici? Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a des étudiants qui font le projet de bac 3 avec... Ça va? Je pas le temps que ça revienne. N'oubliez pas, ne partez pas. Ok, donc, on revient au cours. Le but poursuivi, c'est donc, finalement, de faire du test ou de l'outil d'évaluation un ensemble cohérent. Et donc, j'ai utilisé justement une métaphore qu'utilise Lavaux et Grégoire dans leur livre qui me semble bien expliquer finalement le but poursuivi, parce que le test, c'est un ensemble d'items. On peut finalement considérer le test comme un orchestre et les différents items comme des instruments. Et l'idée de la métaphore de l'orchestre que j'ai reprise telle quelle de Lavaux et Grégoire, parce qu'elle me semble bien expliquée, est celle-ci. L'analyse des items ressemble à une répétition d'orchestre. Dans un orchestre, les instruments doivent jouer de façon harmonieuse. Selon la partition, certains interviendront à un moment bien précis, d'autres devront jouer en harmonie. Le tout doit produire une sensation musicale particulière correspondant aux intentions du compositeur et du chef d'orchestre. Une situation similaire prévaut lors de l'analyse d'items.
Celle-ci doit nous permettre d'identifier les items qui ne jouent pas en harmonie avec les autres, qui ne sont pas en cohérence avec les autres, ou qui ne jouent pas au même rythme. C'est une métaphore. Hein. Certains jouent trop fort, d'autres pas assez. Certains se trompent carrément de partition. Le but du constructeur du test est donc de s'assurer que le message fourni par les items soit clair, harmonieux et précis. Donc c'est une métaphore pour expliquer dans quelle dynamique on est. L'idée c'est qu'on a un ensemble d'instruments de musique qui sont des petits items. Et ces instruments, pour construire un test qui tienne la route et qui nous donne les informations que l'on veut récolter, il faut que ces items soient cohérents entre eux, qu'ils soient précis et qu'ils jouent de manière harmonieuse entre eux. Et donc c'est la métaphore utilisée par Lavaux et Grégoire. Et donc à la suite de l'analyse des items en fonction des résultats, comme je disais tout à l'heure, différentes actions seront possibles, soit éliminer les items qui ne fonctionnent pas bien. Exemple, je vais vous expliquer un indice qui nous permet de déterminer ce qu'on appelle la difficulté de l'item. En fait, c'est un peu compliqué parce que la difficulté, ça montre en quoi un item est facile, si un item est facile ou pas. C'est basé simplement sur le taux de réussite des sujets à cet item en question. Et donc, si tous mes sujets réussissent l'item, et on viendra sur la notion de réussir, parce que réussir, c'est réussir entre guillemets. C'est pas avoir bon à quelque chose, c'est aller dans le sens dans lequel on recherche de l'information à l'intérieur du test. Et donc si tous mes sujets réussissent mon item, c'est qu'il est trop facile, je le jette. Si aucun de mes sujets ne réussit l'item en question, ça ne sert à rien, je vais le jeter aussi. Donc vous voyez que l'indice de difficulté, c'est un des éléments qui va nous permettre de prendre des décisions par rapport à l'utilité de l'un ou l'autre des items. Reformuler les items, et ça c'est plus une analyse au niveau de si les sujets n'ont pas bien répondu, c'est peut-être parce que l'item n'est pas bien rédigé, qu'il y a des problèmes au niveau de la rédaction, et quand vous ferez, dans 2 séances, vous ferez des exercices là-dessus, on vous montrera des items qui ne sont pas bien rédigés, en quoi il faut faire attention, par exemple aux doubles négations, au fait de ne pas faire de faute d'orthographe, au fait que la consigne soit bien précise, que le sujet sait exactement ce qu'il a à faire, ou bien pondérer les items. On pourrait considérer que dans le score final au test, certains items aient plus de poids que d'autres, et donc la pondération peut être importante aussi. Pour faire tout ça, on a besoin de moyens, on a besoin d'outils. Eh bien, ces outils, ce seront des indices ou des coefficients qui vont nous permettre donc d'apprécier la valeur de l'item. Alors, à ce moment-ci, je vais quand même faire 2 distinctions, la distinction entre la psychométrie et l'édumétrie, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même démarche. En psychométrie, et c'est là que je vais plus me situer, mais je pense important qu'on fasse le lien avec l'édumétrie, parce que vous êtes beaucoup en sciences de l'éducation ici aussi, donc vous allez mettre en place des outils d'évaluation. En psychométrie, le test qui est construit, il est construit en vue d'une passation par un grand nombre de sujets à de multiples occasions. Un psy qui fait un test sur l'anxiété, sur l'estime de soi, ce qu'il veut, c'est après pouvoir distribuer ce test, et il doit pouvoir être utilisé par plein d'autres psys pour évaluer le trait d'estime de soi chez un ensemble de sujets. La cible, c'est donc une population. Et on peut donc essayer le test sur un échantillon qui ne fera pas l'objet d'une mesure avec l'instrument. C'est ça l'idée. Normalement, le prototype, il doit être testé sur des sujets en tout point comparables avec la population cible, mais qui n'est pas la population cible. Mais qui est extrait de la même population que celle dont on extrait les sujets qui, dans le futur, seront testés. L'analyse des items, dans cette démarche-ci, précède l'utilisation du test in situ. Donc, toutes les démarches que je vous ai expliquées jusqu'ici, de la construction, on est plus dans une démarche psychométrique, avec une analyse des items grâce à la passation du test, comme je vous ai dit, à d'autres sujets que la population cible, de manière à pouvoir performer, effectuer cette analyse des items. En édumétrie, on n'est pas tout à fait dans le même trip, puisque si on construit ce qu'on va appeler un instrument d'évaluation, normalement il est destiné à un usage unique auprès d'un groupe spécifique. Cette année, je vous donne un cours et je vais donc construire un outil d'évaluation, je vais construire un examen pour vous,
par rapport au cours que je vous aurai donné. Et cet examen, ce ne sera pas le même que les étudiants l'année passée, que les prochains, et d'une session à l'autre, je vais aussi modifier un peu mon examen. Donc c'est bien un usage unique auprès d'un groupe spécifique. La cible, c'est donc le groupe qui a subi un traitement pédagogique donné, qui a subi un cours, une technique particulière. Aucun groupe autre ne lui est comparable et l'instrument n'est donc pas prétestable sur un échantillon équivalent. Quand je fais un examen, je ne vais pas vous le passer une première fois pour le prétester. Parce qu'évidemment, on pourrait essayer, mais donc tout ce qui est phénomène de contamination va venir un peu nous embêter. La seule solution, ce serait de prétester sur un groupe cible lui-même, mais ce dispositif serait générateur donc de contamination et invaliderait l'instrument avant même qu'on ait pu en terminer la réalisation. Donc on n'est pas tout à fait dans le même trip en évaluation. Et donc ici, l'analyse des items va suivre l'utilisation du test in situ. C'est-à-dire que quand vous aurez passé l'examen, ben moi, ça va m'intéresser de faire une analyse des items, d'aller voir s'il y avait des questions qui étaient trop faciles, des questions qui étaient trop difficiles, si j'ai pu discriminer parmi vous, puisque un bon item doit normalement donner des résultats différents sur des sujets différents. Quoique en sciences de l'éducation, quand on fait une évaluation, ce qu'on veut, c'est que tous les étudiants aient compris les différents concepts et la matière. Donc, ce qu'on veut, c'est quand même avoir une distribution, on va dire, asymétrique, avec une queue vers la gauche, c'est-à-dire qu'il y ait plus de sujets qui réussissent que de sujets qui ratent. Sinon, on peut aussi se poser des questions par rapport à soit aux questions qui étaient trop difficiles, soit à sa manière d'enseigner. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans le même trip en évaluation, en psychométrie, mais moi, dans le cours ici, je partirai plus sur tout ce qui est psychométrie. Donc tout ce dont on va parler, c'est beaucoup plus applicable en termes de psychométrie. Que nous disent encore Lavaux et Grégoire, ben, j'ai repris ce qu'ils disent parce que je trouve que c'est tellement bien dit que ça ne sert à rien de le dire autrement. Ils nous disent l'analyse d'item peut prendre plusieurs formes. Celles-ci dépendront des objectifs du constructeur de test et aussi de la méthode de préparation du test. Et donc vous voyez qu'ils font aussi la différence entre psychométrie et sciences de l'éducation et du métrie. En psychométrie, il est généralement prévu au départ de construire plus d'items que nécessaire afin de ne retenir que ceux qui sont les plus valides. L'analyse des items correspond davantage à un processus de sélection. Seuls les meilleurs seront retenus. C'est ce que je vous explique depuis le début. Par contre, en édumétrie, c'est la fonction de l'évaluation qui va décider de l'analyse d'items aussi. Est-ce qu'on est dans une évaluation sommative? Est-ce qu'on est dans une évaluation diagnostique, etc. Et donc, l'analyse d'items d'un examen final administré en vue d'une évaluation sommative sera fort différente de celle d'un instrument de mesure critérié administré en vue d'une évaluation diagnostique ou d'une évaluation formative. Il se peut qu'un item convienne parfaitement dans le cadre d'une évaluation formative, mais ne possède pas les caractéristiques désirées pour une bonne évaluation sommative. Vous voyez qu'il y a des nuances à apporter aussi en fonction de l'évaluation que l'on veut effectuer dans le cadre des sciences de l'éducation. Ok, mais tout ça pour dire que finalement, on va discuter de 4 indices, 4 outils qui vont nous permettre de faire cette analyse et donc de sélectionner les, entre guillemets, bons items, et on va revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un bon item. Les 4 sont l'indice de difficulté, de discrimination, de fiabilité et de validité. Ok.